Là. Monsieur Khaled Ben Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, une visibilité avec des projections chiffrées, donc fiabilité des statistiques et développement technologique, c'est stratégique pour votre secteur dans un contexte de sécurité alimentaire à la veille de la tenue de la haute commission mixte algéro-italienne qui doit sceller un partenariat stratégique avec le ministère de l'Agriculture au même titre que celui de l'énergie. Les deux secteurs sont aujourd'hui déterminants pour l'avenir du pays. Monsieur Ben Mohamed. Tout à fait, madame. Bonjour, amis auditeurs. La sécurité alimentaire est un élément fondateur de la politique agricole algérienne. Et tout ce qui est fait en termes de stratégie est fondé sur l'amélioration du niveau de satisfaction des besoins alimentaires de la population et la fourniture des produits agricoles en quantité suffisante et pendant pratiquement toute l'année. Alors, vous êtes un outil d'aide à la décision. Vous aidez le secteur dans la maturation et l'élaboration de ces stratégies. Vous êtes aussi, vous faites aussi de l'évaluation. C'est important aujourd'hui d'avoir cette visibilité sur le moyen et long terme en termes de stratégie. Vous savez, madame, les pouvoirs publics avaient, dès les années 70, pensé à cet outil qu'est le Bureau national d'études pour le développement rural, créé en 1976 par ordonnance de feu Houari Boumediene. Et ça a été fait dans le sens de doter le secteur de l'agriculture d'un outil qui puisse éclairer ses interventions en termes de préparation, de maturation des stratégies, en termes de mise en œuvre et surtout en termes d'évaluation, soit à mi-parcours pour d'éventuels recentrages, ou bien une évaluation ex post à l'effet donc de proposer de nouvelles activités, de nouvelles actions pour améliorer toujours la disponibilité en produits agricoles et surtout améliorer la sécurité alimentaire de l'Algérie. Mais quand vous parlez c'est-à-dire d'un outil d'aide à la décision pour la maturation, l'élaboration des stratégies et aussi l'évaluation de la mise en œuvre de toutes ces stratégies, cela offre une meilleure visibilité pour le partenariat et à la fois pour le secteur, puisque c'est le secteur qui est concerné en premier lieu, et les partenaires potentiels. Tout à fait. Mais qu'est-ce que cela implique quand vous parlez de maturation, l'élaboration des stratégies et l'évaluation? Alors, avant de mettre en œuvre une stratégie, il faut avoir la connaissance de l'ensemble de l'économie agricole en termes donc de ressources, connaissance de la ressource, quelles sont nos potentialités, quelles sont les zones de production, comment se répartissent les zones de production au niveau du territoire agricole algérien, et également quelles sont leurs performances. Ceci permet donc d'asseoir des stratégies de développement de ces pôles de production agricole et qui tracent des objectifs à moyen et long terme, notamment dans le document le plan de développement du secteur agricole qui a été mis en place, appelé feuille de route 2022-2024 et qui est en cours de recentrage pour la période 2022-2025, est une façon de donner de la visibilité aux activités de production agricole et à l'économie agricole pour afficher les ambitions de l'Algérie et faire face justement aux contraintes climatiques qui se posent avec acuité pour l'économie agricole, en sachant que l'Algérie a basculé d'un pays pratiquement semi-aride à un pays fortement aride, notamment pour les zones ouest où il a été constaté un glissement des étages bioclimatiques d'environ 150 km au nord, c'est-à-dire rareté des précipitations, sécheresse, prolongement des sécheresses et puis surtout décalage des cycles végétatifs des cultures. Donc changement de comportement
des cycles végétatifs des plantes, donc ce qui rend plus complexe la production, et on sort des méthodes traditionnelles de production, et d'où l'intérêt donc de la technologie et du partenariat afin d'aider les agriculteurs à faire face à ce genre de contraintes lancinantes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ben Mohamed, je voudrais revenir sur la feuille de route, bien sûr, 2021-2024. Vous parlez d'un recentrage à horizon 2025, c'est-à-dire un glissement sur une année. Est-ce que l'aléa pluviométrique est devenu aujourd'hui une contrainte majeure dont il faut absolument tenir compte et puiser éventuellement des technologies modernes pour pouvoir y faire face? Et c'est ça l'intérêt des partenariats qui doivent être scellés dans ce domaine-là. M. Ben Mohamed. Alors, s'agissant du recentrage de la feuille de route, c'est somme toute une étape normale dans une stratégie, dans le déroulement d'une stratégie à moyen et long terme. Mais qu'est-ce que ça implique, ce recentrage aujourd'hui? C'est par rapport, bien sûr, aux produits dits stratégiques, ou ça concerne tous les produits? Ça concerne pratiquement tous les produits. Toutes les filières, il y en a presque une trentaine de filières, aussi importantes les unes que les autres, mais on a quelques-unes qui sont stratégiques. Et celles-là relèvent donc d'une importance quasi primordiale, notamment les grandes cultures, céréales, légumineuses, céréales avec les différentes espèces, céréales d'hiver et céréales d'été. Vous avez production de fourrage, donc production de lait. Vous avez production de maraîchage avec la pomme de terre en premier lieu. Ce sont des consommations alimentaires de base qui composent la ration alimentaire de l'Algérien et qu'il faut absolument maintenir les niveaux de production, sinon les améliorer. Et la marge de progression est encore considérable. À cela s'ajoute on va dire une complexification du dispositif de production qui est mu par les changements climatiques. Et on entend par changement climatique ce que j'avais cité tout à l'heure et qui est rapporté par l'ensemble des spécialistes en la matière, c'est que les précipitations sont de plus en plus tardives, de moins en moins suffisantes, et elles tombent, les précipitations tombent à travers des phénomènes plus ou moins extrêmes. C'est-à-dire, vous avez la quantité pratiquement d'une saison qui tombe en 2 ou 3 heures. Et donc, vous avez également les phénomènes d'augmentation des températures. Vous avez un phénomène de prolongement des périodes de sécheresse. Et les cycles végétatifs, généralement, les cycles végétatifs normaux, notamment ceux des céréales, vous avez une céréale, elle est mise en culture à partir de novembre-décembre, et on procède aux récoltes, soit de juin à août. Et donc, les phénomènes climatiques compressent le cycle végétatif. Et donc, l'intérêt de la technologie, c'est d'abord de produire du matériel végétal qui est adapté à ce genre de cycle court, de produire un matériel végétal qui ne se développe pas beaucoup en hauteur, plutôt, et se développe par rapport à une taille des épis, on parle des céréales, assez important, et un nombre de grains assez important par épi. Et pour ce qui est de la pomme de terre, c'est développer des méthodes de production qui n'ont pas une grosse empreinte écologique. Parce que voyez-vous, quand on surexploite les espaces agricoles, il y a forcément une empreinte écologique, et on se force à orienter les agriculteurs pour utiliser de façon rationnelle les engrais, les produits phytosanitaires pour une production propre.
est plus ou moins, on va dire, acceptable en termes d'empreinte écologique. Mais on a vu aujourd'hui que l'agriculture algérienne a passé par plusieurs étapes depuis l'indépendance à ce jour, en 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir franchir une nouvelle étape, celle de la technologie et de la numérisation? Vous avez par exemple la cartographie. Est-ce que cela pourrait constituer un instrument pour la maîtrise de la connaissance en milieu à la fois agricole et rural? C'est indispensable. Tout à fait, madame. La cartographie participe au même titre que d'autres techniques à la connaissance, ce que vous dites à juste titre, du milieu agricole et rural et surtout à l'évaluation de la ressource naturelle. L'évaluation de la ressource en eau passe par de la cartographie. L'évaluation de la ressource en sol passe par la cartographie. L'évaluation donc de la répartition des zones de production, des zones potentielles de production, passe par la cartographie. Est-ce qu'elle doit être réactualisée aujourd'hui pour donner une meilleure visibilité à la fois pour le secteur que les partenaires étrangers? Le secteur de l'agriculture s'emploie sans cesse à intégrer la technologie, notamment qui a pour finalité la cartographie, pour une meilleure connaissance de la dynamique d'évolution et d'exploitation des espaces de production. Qu'est-ce qu'elle indique aujourd'hui, cette cartographie, Monsieur Benmourou, pour que les auditeurs qui nous suivent puissent mieux comprendre? Alors, la cartographie indique une répartition des zones de production et surtout une agglomération des productions par, on va dire, thématique ou type d'espèce. Il se trouve que le secteur il y a quelques mois, élaboré une cartographie des pôles de production agricole. Qu'est-ce qu'ils indiquent, ces pôles de production? Ces pôles de production agricole ont été superposés avec la répartition des unités de transformation et de conditionnement, ou unités industrielles, agroalimentaires, pour voir la cohérence de répartition des unes et des autres. Ceci dans le but de recentrer éventuellement les stratégies de création d'entreprises et d'unités de transformation et de les faire s'agglomérer au niveau des pôles de production agricole. Si on prend l'exemple, par exemple, de la tomate industrielle, c'est plutôt l'Est. Tout à fait. Et vous avez, par exemple, l'abricot, Gauss, c'est Batna, c'est un peu ça, c'est ça la cartographie? Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est voir où se situent les pôles les zones de production où il y a des performances appréciables et essayer de faire converger les unités de transformation et de conditionnement industriel ou les unités de service auprès des agriculteurs au niveau de ces zones-là afin de faire des économies d'échelle et des économies de coûts, puisque le transport est un élément qui peut faire basculer une économie si toutefois les unités de conditionnement sont très éloignées. On voit le cas, par exemple, l'opportunité de développer une culture industrielle qui est très importante, c'est la betterave sucrière. Il était question de l'expérience dans le cadre du programme du secteur, notamment à travers la feuille de route et son recentrage actuel, c'est qu'il y a des expériences très probantes en termes de production de betterave sucrière. Cependant, la betterave sucrière nécessite et impose des unités de trituration primaires à proximité des zones de production. Or, si on n'a pas ce genre d'unité, on est obligé de transporter la production et nous n'avons que 48 heures pour faire de la trituration primaire avec la betterave sucrière. Et c'est la visibilité que vous donnez au niveau du BNEDER aujourd'hui, au niveau de votre institution? Tout à fait. Nous participons avec le secteur pour qu'il y ait une visibilité à travers ce genre d'outils, la cartographie, l'imagerie satellitale, avec l'apport certain de l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne. Alors, M. Khaled Ben Mohamed, moi je voudrais revenir bien sûr sur les potentialités de ce secteur qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, puisqu'on a vu que la production agricole, c'est l'équivalent de 70% des besoins du marché. Elle pourrait se développer encore davantage et c'est là la volonté des pouvoirs publics. Le président mise énormément sur son développement, sur tous les plans,
temps, et bien sûr pour passer d'une agriculture artisanale à une agriculture intensive, bien sûr en impliquant les nouvelles technologies, puisqu'avec les nouvelles technologies, on peut faire des miracles. Mais par rapport justement à cette cartographie qui permet aussi d'installer les unités de transformation à proximité des zones de production, est-ce que le Sud pourrait se transformer en un pôle de transformation par excellence, puisque tout concourt à son développement et beaucoup de cultures sont en train de se développer au niveau de ces zones de production. Vous avez Biskra pour les maraîchers, vous avez Alouette pour la pomme de terre et vous avez aussi d'autres localités pour d'autres produits qui sont stratégiques. Tindouf par exemple pour l'arganier, l'huile d'argan. Tout à fait. Le Sud représente, pour le secteur de l'agriculture et pour l'Algérie, le prolongement et l'espace de prédilection de développement d'une culture stratégique. Pourquoi le Sud? Parce que nous n'avons pas deux contraintes. D'abord, l'exiguïté des terrains agricoles, Ils sont très vastes, à perte de vue. tout à fait, qui est posée au nord de par la configuration morphologique du terrain, les zones de montagne, les zones de plaine qui sont encaissées entre des chaînes de montagne, etc. Et vous avez la disponibilité de la ressource en eau, avec des potentialités colossales. Il y a des orientations stratégiques pour une exploitation raisonnée et rationnelle de ces deux ressources, donc la ressource en sol et la ressource en eau, pour les orienter vers une production stratégique durable, notamment les grandes cultures, les cultures céréalières, céréales d'hiver et d'été. Céréales d'hiver, c'est le blé dur et blé tendre, l'orge, et puis les céréales d'été, donc le maïs grain et également le maïs fourragé. Et vous avez également les cultures stratégiques maraîchères, notamment la pomme de terre, qui s'est constitué son propre pôle de production autour de la région de Oued-Souf et qui, ma foi, réalise des performances extrêmement intéressantes qui dépassent de loin les performances réalisées par les wilayas qui étaient connus pour leur production. On atteint des niveaux de rendement jusqu'à 700 quintaux à l'hectare, ce qui est exceptionnel. Mais pour augmenter aujourd'hui les rendements, est-ce qu'il faut passer à une autre étape, celle de la technologie? Puisqu'on parle beaucoup de pénibilité dans le secteur, qui pourrait être un peu amoindrie par rapport à l'introduction des technologies nouvelles. Quand on parle de production au niveau du Grand Sud, on ne peut pas faire l'économie de la technologie. Pourquoi? Parce que ce sont de grands espaces et mis à part les grands moyens de production, quand on dit grands moyens, ce sont les grands dispositifs d'irrigation, notamment les pivots, avec des grandes dimensions. Vous avez les équipements agricoles tels que les tracteurs avec de grosses puissances. Vous avez les charrues, tout ce qui est outils de travail du sol avec de grandes envergures, les moissonneuses-batteuses également avec de grandes barres de coupe. On ne peut pas aller travailler au sud avec des moyens qui sont adaptés au nord. Vous avez de grandes superficies, donc le travail du sol est une étape importante dans la gestion du chantier et le raccourcissement des délais d'intervention. Rappelons-nous que les cycles végétatifs au sud sont extrêmement courts. Et ils vont de décembre jusqu'à fin mars. Et donc, il faut un matériel végétal adapté, donc de la technologie. Il faut des outils de monitoring de la conduite des cultures, c'est-à-dire la gestion de l'irrigation, la gestion de la salinité des sols et de l'eau, la gestion donc des engraissements, de la fourniture d'engrais aux cultures. Tout ça se fait à travers des équipements technologiques qui permettent à l'exploitant, aux techniciens de gérer les exploitations de façon optimale pour éviter le gaspillage.
Et dans ce cadre, le partenariat est devenu éminemment stratégique à la veille de la tenue de la haute commission algéro-italienne. C'est important, Monsieur Khaled Ben Mohamed, puisque nous savons que vous êtes en négociation avec les Italiens et que lorsqu'il y a eu la visite du président de la République en Italie, beaucoup d'accords ont été scellés avec votre département ministériel. Tout à fait. Il y a de grandes similitudes entre les caractéristiques de l'agriculture italienne et celles de l'Algérie. Et donc, lorsqu'on constate, on examine les statistiques, ils ont à peu près autour de 60 à 65% des exploitations qui ont moins de 2 hectares. En Algérie, nous avons des statistiques un peu plus intéressantes. Nous avons 75% d'exploitations qui ont moins de 5 hectares. Et donc, ça pose la problématique en Algérie de la mécanisation, dans le sens où on utilise des tracteurs de capacité moyenne, on va dire 80 chevaux. Les Italiens utilisent des motoculteurs, donc des outils un peu plus adaptés aux petites échelles. Donc les rendements à l'hectare sont plus importants. Donc les rendements à l'hectare devraient être plus importants. Et la gestion, surtout la gestion de l'irrigation, notamment pour les cultures stratégiques, parce qu'il y a l'irrigation d'appoint, qui est un apport supplémentaire pour aider la plante à résister aux épisodes de sécheresse et manque de pluie, et surtout à l'irrigation intégrale au sud, où il est question d'une gestion très rapprochée de la ressource pour éviter le gaspillage et surtout la salinisation du sol. Vous avez des outils de monitoring, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des choses, permet à travers un portable de gérer une exploitation de 1000 hectares, juste avec des boutons en libérant l'irrigation, en libérant la ferti-irrigation, c'est-à-dire la fertilisation via l'irrigation, en gérant les doses d'irrigation, les doses de fertilisation, en gérant également les traitements phytosanitaires, tout ce qui est anti-champignons, traitements anti-champignons, les traitements contre les maladies, contre les insectes et également les engrais foliaires. Mais on pourrait donc profiter de leur savoir-faire pour l'optimisation des récoltes. Certainement, toute expérience est bonne à prendre. Aussi bien celle de nos amis italiens que celle que pourraient nous donner en termes de technologie les startups algériennes et les micro-entreprises pour lesquelles nous voudrions qu'elles s'engagent dans le règlement des problématiques que rencontrent les secteurs pour améliorer la productivité et la production selon les différents contextes zonaux de l'Algérie. De grandes attentes devraient être exprimées avec la participation des 2 ministères délégués, notamment celui des startups et celui des micro-entreprises, pour faire converger et les intérêts des uns et des autres pour régler les problématiques lancinantes de satisfaction continuelle de la production, parce que n'oublions pas que la démographie évolue dans le temps et donc et les terres agricoles ne sont pas extensibles à volonté. C'est pour ça qu'on trouve une profondeur dans le potentiel de production au niveau du sud. Et donc, il est important qu'on puisse avoir un appui de la recherche d'abord, la recherche scientifique pour la création de nouveaux matériaux, du matériel végétal adapté aux différents contextes, des espèces, l'utilisation optimale des espaces agricoles, notamment l'arboriculture rustique, pour valoriser les terres qui ont des potentialités un peu réduites. Elles se situent sur des isoyettes très réduites, il n'y a pas de précipitation ou très peu, notamment en dessous de 400 mm, vous ne pouvez pas faire de la céréale. Et surtout lorsqu'il n'y a pas d'eau. Et donc, l'exploitation de ces espaces en arboriculture rustique permet de valoriser, permet de donner des revenus aux populations rurales et 15 millions d'habitants dans ces zones. Tout à fait, c'est important. Et surtout de réduire avec une grande part les importations qui alourdissent la balance commerciale de l'Algérie. Mais c'est le même principe pour la mise en valeur des terres aussi et la production des semences. Il va falloir les impliquer impérativement.
pour la mise en valeur des terres, il est important de Parce qu'on a savoir... besoin d'élargir nos espaces aussi de culture. Tout à fait. Nous avons besoin d'élargir notre base On a productive. perdu certains, il faut les renouveler Tout à fait. dans d'autres lieux. Il faut assurer un bilan positif en termes de mise en valeur des terres, mais il faut avoir à l'esprit que les terres mises en valeur, ce ne sont pas des terres agricoles par vocation. Ce sont des terres qui sont rendues agricoles par les actions d'aménagement. Et potentiellement agricoles. Et elles deviennent potentiellement agricoles après aménagement. Donc on enlève les pierres, on fait de gros labours pour essayer d'améliorer les caractéristiques. Ça nécessite beaucoup de moyens. Tout à fait. Avec d'ouverture des pistes, d'amener d'eau, le forage de points d'eau et surtout l'électricité. L'électrification et donc la technologie à ce niveau-là a un apport certain parce que... Par rapport aux renouvelables. Tout à fait. Parce que voyez-vous, les meilleures terres agricoles sont situées généralement autour des voies d'accès. Et de plus en plus, lorsqu'on veut investir, on s'éloigne de ces voies d'accès parce qu'on a toujours besoin de plus en plus de terres à rendre agricoles, donc la mise en valeur. Et donc ça pose le problème de l'accessibilité, donc les pistes agricoles, et puis de l'amener d'électricité. Pour ce qui est de l'eau en zone sud, il y a des zones qui sont suffisamment pourvues avec les deux nappes, donc le CT et le CI, qui sont considérables. Donc l'apport de la technologie dans la création de réseaux locaux de production d'électricité permettra aux agriculteurs de s'éloigner de plus en plus des axes et des réseaux actuels et donc de valoriser au mieux le potentiel terre et eau existant en Algérie. Donc occuper tout le territoire national. Alors vous avez aussi la production de semences, c'est important et stratégique également. Éminemment stratégique. La production de semences, elle conditionne... Parce qu'on parle un peu de sécurité alimentaire alors que nous importons pratiquement toutes nos semences à l'exception de celle de la pomme de terre et des céréales. C'est déjà pas mal. Mais il faut produire les autres aussi. Tout à fait, tout à fait. La production de semences est un élément, est un domaine de souveraineté nationale. Et donc le secteur, avec l'orientation de l'aide du gouvernement, a pu créer la banque de gènes et qui permettra... Végétal et animal. Tout à fait, qui permettra de garantir le maintien des populations, je veux dire populations végétales et animales existantes et autochtones pour pouvoir exploiter leurs caractéristiques d'adaptation au contexte national pour améliorer leur productivité et leur performance à travers justement la recherche et le développement de matériel, on va dire naturel, vivant, qui permettent à l'Algérie de conserver sa souveraineté nationale en produisant le nécessaire qui lui suffit en termes de semences pour pouvoir alimenter sa population et garantir l'autosuffisance et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Ne plus être dépendant des autres. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu qu'on a réalisé beaucoup d'étapes à travers les 60 ans d'existence de l'Algérie, un pays quand même jeune. Aujourd'hui, d'autres défis doivent s'ouvrir à nous de telle sorte à améliorer ses performances existantes dans le domaine agricole, puisqu'on a vu que même pendant la période de pandémie, on a réussi à maintenir les mêmes, c'est-à-dire alimenter le marché de façon convenable. Aucun produit n'a manqué au niveau des étals. Il va falloir encore améliorer davantage, c'est-à-dire les défis sont aujourd'hui nombreux par rapport à ce qu'on a réalisé par le passé, puisqu'on est passé par plusieurs étapes. On est passé par, bien sûr, un processus de généralisation de l'agriculture à travers, bien sûr, les villages socialistes et agricoles. Puis après, il y a eu cette volonté d'industrialisation. On a un peu abandonné, puis on est revenu. Aujourd'hui, il va falloir passer à une autre étape, c'est celle, bien sûr, d'augmentation des rendements, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire en amont et en aval, avec la production des semences et assurer des plus grands rendements par l'hectare, puisque les 17 quintaux l'hectare pour les céréales, on en parle depuis pratiquement les années 2000, on devait atteindre en 2015 les 30 quintaux l'hectare, ce n'est pas encore le cas réellement. Même le président insiste sur la nécessité d'augmenter aujourd'hui les rendements par l'hectare. Vous savez, le secteur de l'agriculture est considéré comme étant un secteur refuge.
en cas de sinistre, en cas de problème, en cas de pandémie, et vous faites bien de la rappeler, En cas de guerre. en cas de guerre, tout à fait, en cas de conflit, le secteur de l'agriculture est un secteur primaire. Et donc, on se recroqueville sur nos réflexes de production de base. Mais on le voit aujourd'hui avec la crise vraiment russo-ukrainienne. Leur production, c'est pour leur population. Tout à fait. Et même avec... c'est ce qui a fait le renchérissement des prix des matières premières. Et même si vous avez des ressources financières, vous ne pourrez pas acheter ce dont vous aurez besoin. Parce que vous n'avez pas de disponibilité sur les marchés. Tout à fait. Et donc, d'où l'intérêt d'améliorer les niveaux de production. Vous parliez tout à l'heure de niveaux de rendement, notamment des céréales. Il est en moyenne à 17, entre 15 et 17 quinto-hectares. Vous savez que la sole céréalière s'étend sur à peu près 3 millions d'hectares, où nous avons, bon an, mal an, entre 1,5 et 1,7 millions d'hectares qui sont cultivés en céréales. Et donc vous avez des zones où nous réalisons des performances quasi exceptionnelles. On atteint jusqu'à 80 quinto-hectares. Et au nord, à l'est. Et au nord, à l'est, tout à fait. Khanchla. Pourquoi à l'est? Notamment à Khanchla, parce qu'à Khanchla, ils irriguent. Ils font de l'irrigation par submersion, ce qui n'est pas très économe, mais ça permet de réaliser de très bonnes performances. Vous avez Guelma également, vous avez Constantine. Il y a des exploitants qui réalisent des performances très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent l'itinéraire technique et ils se font aider par le réseau de compétences du secteur qui est constitué des instituts techniques, notamment l'Institut technique des grandes cultures, notamment l'Institut du sol, de l'irrigation et du drainage, qui aident les exploitants à respecter l'itinéraire technique et à s'adapter en fonction des caractéristiques de l'année pour pour tirer le meilleur profit de la plante. Vous avez d'autres endroits, d'autres zones qui sont situées dans des isoyettes en dessous de 400 mm d'eau. Ah ben ces zones-là vous font baisser la moyenne, puisqu'ils ne peuvent réaliser, à défaut d'eau ou d'irrigation d'appoint ou intégrale, qu'autour de rendements se situant à 8-5 quinto-hectares. Ce n'est pas très rentable. Justement, le secteur réfléchit à une orientation des soutiens pour éviter qu'on accorde des soutiens à des exploitants qui situent leur production dans des zones non potentielles. Et donc, on s'occupera des zones potentielles, à les pousser au maximum pour réaliser, et je pense qu'on atteindra les 30 quintaux dont vous parliez tout à l'heure assez allègrement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une de vos missions, c'est les enquêtes et études d'inventaire, de protection, d'aménagement et de mise en valeur des ressources naturelles. Vous avez justement cette question de l'auditeur qui vous dit, parmi les nombreux défis de l'agriculture, il y a la protection de l'environnement. Sur ce point, ne faut-il pas durcir la réglementation en ce qui concerne les processus de production végétale et animale, parce que c'est important également dans la sécurité alimentaire, lorsqu'on sait que les antibiotiques, les hormones de croissance, les insecticides, les pesticides et les fertilisants industriels sont de plus en plus utilisés en phase de production. Alors qu'auparavant, toutes les productions étaient issues d'une agriculture biologique, c'est-à-dire saine et bio. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur qui semble connaître le secteur? Certainement. Lorsqu'on égrène ce genre de pratique, on a l'impression que nous avons atteint des niveaux insupportables en termes d'utilisation de ces produits phytosanitaires, engrais, etc. Alors que ça s'utilise dans tous les pays du monde. Ça s'utilise dans les pays du monde. Et puis, à toute chose égale par ailleurs, nous ne sommes pas un pays qui utilise de façon effrénée les engrais. Contrairement à ce qui se rapporte ici et là. Nous avons des zones où les productions sont très importantes, donc les agriculteurs utilisent, ce sont des zones qui sont très circonscrites. Il y a des zones 100% bio aussi. Il y a des zones qui sont 100% plus, et nous sommes très loin des standards, on va dire, les moins impactants sur l'environnement en termes d'utilisation des engrais, des produits phytosanitaires. Nous menons une bataille continue à l'adresse de nos amis agriculteurs
pour qu'ils se mettent à l'utilisation raisonnée des engrais, parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup d'engrais. La problématique est inversée. On veut les amener à utiliser plus de semences réglementaires plutôt que d'utiliser des semences de ferme qui véhiculent souvent des maladies, à utiliser les engrais quand il le faut, aux bonnes doses. Il y a actuellement le Bouffarwa au niveau, bien sûr, de la date de Glettenor. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette autre question concernant l'élevage en tenant compte de tous les paramètres. Quel est, selon vous, le meilleur mode d'élevage qu'ici à l'Algérie? Est-ce que c'est le semi-intensif ou le mode intensif industriel? Parce qu'il faut penser aussi l'intensif industriel. Tous les pays le font aujourd'hui. Vous savez, la stratégie qui est mise en place par le secteur, c'est utiliser tous les milieux en fonction de leur potentialité. Pour la production de viande, pour les élevages, vous avez le milieu steppique qui permet de faire de la production de viande et qui connaît une surcharge animale en fonction des niveaux de disponibilité de la ressource végétale. C'est lié aux précipitations. Les politiques qui sont mises en place œuvrent toutes à favoriser le développement de la ressource fourragère naturelle, donc les unités fourragères, et puis à travers des mises en défense, notamment réglementées, pour éviter une surexploitation, une exploitation minière de ces espaces. Par contre, au niveau des zones de montagne, vous avez une production de viande par un cheptel parcourant. Au niveau des zones de montagne, au niveau des espaces notamment boisés où c'est très dense. Et dans certaines contrées, on paye les éleveurs pour qu'ils ouvrent les espaces forestiers. Parce que c'est très dense. Et c'est pourquoi il faut protéger aussi la steppe, une zone de production animale. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est posée aujourd'hui par l'auditeur, puisque vous êtes un outil d'aide à la décision, pour bien sûr des projections à l'interne, c'est-à-dire pour le secteur aussi une visibilité pour d'éventuels partenariats avec des étrangers qui s'intéressent énormément aujourd'hui à ce secteur, et on va le voir se concrétiser demain avec les Italiens. Est-ce que parallèlement aussi il existe un système d'information et de stratégie agricole en Algérie pour gérer à la fois les stocks, puisqu'on ne peut plus en parler, et limiter les importations inutiles qui alourdissent la facture alimentaire? C'est ça aujourd'hui, le Bneder, il a entre autres mission d'assurer ce service, Monsieur Ben Mohamed. En fait, le Bneder agit en amont agricole. Il aide le secteur à avoir de la visibilité et il permet, à travers justement la cartographie, la connaissance, de donner de la lisibilité sur l'évolution, la dynamique économique sectorielle. Et en termes de production, en termes d'évolution des zones de production, le Bneder participe à l'identification donc des zones potentielles et il aide le secteur à identifier les créneaux porteurs qui peuvent être utilisés dans le cadre de partenariats. Alors, je voudrais aborder cette dernière question, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, les zones rurales sont éminemment stratégiques pour, bien sûr, l'occupation à la fois du terrain et également développement de l'agriculture dans les zones rurales. Je parle de l'agriculture aussi, l'élevage, hein, ça va de pair, c'est-à-dire de façon générale. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que les experts algériens préviennent contre une agriculture saharienne massive au détriment de l'agriculture familiale, paysanne et rurale des territoires agricoles ruraux du nord du pays. Ça pourrait être plutôt c'est-à-dire ça pourrait se faire à leur détriment. Quelle est votre réponse? Il n'y a jamais d'agriculture saharienne aux dépens d'une autre agriculture. On a besoin de tout le monde et de tous. Tout à fait. L'un ne peut pas Aujourd'hui, on est 45, demain on sera 50, on sera 60 fait. millions, 70 millions. Et on va tout manger. On ne peut pas dire aux agriculteurs au niveau du nord d'arrêter pendant qu'on fait de l'agriculture au sud. Ça, c'est pas possible. Ça va de pair. Tout à fait. Chaque territoire a ses projets, a ses potentialités à exploiter de façon rationnelle. Monsieur Khaled Ben Mohamed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et félicitations à votre fille qui a obtenu le baccalauréat et à tous ceux qui ont eu le baccalauréat. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, et ben, il reste encore l'année prochaine. Merci. Ma nièce aussi l'a obtenu. Merci.